Salut à tous, c'est Marion. Salut à tous, c'est Johan. On se retrouve aujourd'hui pour le 8e épisode de Waste of Time, encore. C'est bientôt fini, mais on continue sur la lancée, sur les jeux vidéo, et aujourd'hui on va parler de l'égalité des sexes, avec Behind Every Great One, quel accent anglais incroyable, qui porte mal son nom parce que c'est un jeu espagnol qui pointe la question de la charge mentale portée par les femmes. On joue Victorine, femme au foyer qui s'épuise à garder sa maison en ordre sous les remarques peu subtiles de son mari. Franchement, c'est l'angoisse ce jeu, si j'ai bien compris. Mais par contre, c'est le parfait exemple de comment on peut jouer et questionner notre réalité et surtout la place de la femme dans notre société, si j'ai bien compris. Exact. Surtout que, alors petite précision, c'est vrai que tu disais, genre le titre du jeu était un peu bizarre par rapport à la nationalité de la personne, mais je crois que c'est parce que ça vient justement parce que déjà, quand on le fait en anglais, il y a des chances de toucher le plus grand public, mais il y a aussi parce que ça vient justement d'une expression d'un homme politique ou une femme politique, je sais plus. Exactement. Malheur à moi. Mais justement, qui doit être anglophone, qui disait justement que derrière chaque homme, il y avait une femme. Justement, voilà. Enfin, derrière chaque grand homme, il y avait une femme. C'est ce qu'il disait, je crois. C'est ça. Et là, c'est Victorine, du coup. C'est ça. Donc, elle est la grande femme de son mari, qui lui fait des remarques sur à quel point ses chemises ne sont pas repassées, les plantes ne sont pas arrosées et que la cuisine est froide. Et voilà, mais ça reste un prototype de jeu du coup à visée narrative. Donc on va suivre un peu l'épopée de ce couple. Et c'est un jeu gratuit qui a été fait dans un game jam. Arrête-moi si je me trompe. Donc c'est un défi de création de jeu dans un temps assez court. Et je pourrais donner comme exemple Céleste, exact. qui a été fait dans ce contexte-là aussi. C'est un jeu qui a l'air assez connu. J'ai trouvé, je crois que c'est Brut. L'émission Brut qui en a parlé, il y a eu des choses sur France Inter aussi. Donc c'est un jeu qui a peut-être un peu secoué le milieu du gaming, justement par ce choix de mettre en avant la question de la charge mentale et comme on l'a fait pour les autres jeux qu'on vous a présentés, c'est un jeu qui est facile dans son gameplay en soi, mais qui est compliqué à réaliser. Donc que penser justement de ça, de cette position prise par ceux qui ont créé ce jeu de vouloir faire quelque chose de très compliqué. On a l'impression que vraiment c'est pour moi c'est l'angoisse quoi, et que cette pauvre dame elle s'en sortira jamais. Exact. Mais c'était je crois un but de création justement de rendre le truc presque infaisable, voire même je sais même pas si je pense tout ce qui est demandé va être faisable à un moment donné. Pour justement montrer à quel point en fait on s'en sort jamais. C'est le genre de boucle sans fin où il y a toujours c'est la question de la charge mentale, hein, c'est donc ça. Ça nous pèsera toujours enfin ça pèsera toujours aux femmes plus et voilà, pour en faire prendre conscience à ceux qui vont jouer. Peut-être expliquer du coup ce qu'est la charge mentale. Ouais. Je sais pas s'il y a une définition précise. Alors j'ai pas une définition précise sous les yeux, mais je sais pas si tu veux t'en charger ou pas. Sinon je vais... Non, vas-y, je te laisse. J'achète très rapidement. Je te laisse la main. J'ai un ordre sous la main, c'est pratique. Alors en gros, parce que voilà, je préfère quand même un carré. On parle justement de charge mentale, notamment justement en sociologie, parce que c'est ce qu'on appelle la charge cognitive. C'est une charge qu'on va avoir dans l'esprit, et on peut pas la voir, la quantifier, c'est compliqué. Mais généralement, c'est pour ce qui va être des tâches ménagères dans un couple. Enfin, je dis tâches ménagères, mais c'est en général tout ce qui est à ce qui se partage dans un couple, puisque tout ce qui va être le soin des enfants, la gestion du logement, tout ça en fait va être réparti de façon inégalitaire justement entre les hommes et les femmes, et généralement justement la charge elle est beaucoup plus forte pour les femmes justement.
Mais après, le concept, il a été créé pour ça, mais il y a aussi des gens qui ont utilisé l'idée de charge mentale pour le milieu du travail, par exemple, en disant que voilà, si vous avez des travails à très forte responsabilité, bah évidemment, vous avez une charge mentale plus forte, puisque non seulement vous devez faire votre travail, mais vous avez je sais pas moi, imaginons que vous avez une équipe de 100 personnes qui dépendent totalement de vos décisions, bah évidemment que votre charge mentale sera beaucoup plus forte que quelqu'un qui va être, qui va juste avoir lui-même sous son contrôle et lui-même sous sa dépendance, entre guillemets. L'impact est complètement différent, quoi. Mais du coup, c'est vrai que le concept, c'est un petit peu, justement, un peu changé en fonction, mais à la base, il avait été créé justement pour voilà, la question de la charge mentale ménagère, spécifiquement. Si je puis dire ça comme ça. C'est ça. Et en l'occurrence, là, oui, on joue une femme au foyer. Donc, si j'ai bien compris, elle a que ça à faire de ses journées. Et ces journées ne sont pas assez longues pour faire toutes les tâches ménagères. La cuisine. Alors, je sais pas s'il y a des enfants, en l'occurrence. Je crois pas. Mais c'est vraiment le cliché de la femme au foyer qui c'est brûlante de camp. qui tient sa maison du mieux qu'elle le peut et qui continue de se prendre des remarques par son mari. Ouais. Qui lui ne bouge pas de sa chaise. Oui, parce qu'il travaille quand même. Hein. C'est pareil chez moi, ma mère qui travaille moins souvent du coup. Enfin, bref, je vais pas rentrer dans les détails. Mais justement, c'est toujours en mode pourquoi c'est elle qui l'a fait, parce que tu fais rien, entre guillemets, avec les guillemets à tu fais rien. et même, enfin, ouais, les chiffres le montrent, hein, mais c'est même si les femmes font quelque chose, il n'empêche que l'inégalité, elle reste en fait. Étrange, n'est-ce pas? Si une femme au foyer n'est plus femme au foyer et qu'elle travaille quand même à côté, les enfants ou le ménage ou autre, lui sera quand même à sa charge et sera quand même inégalement réparti entre les deux parties d'un couple. Mais évidemment que la question dépasse aussi. Il y a quand même. Ouais. Pardon, vas-y. Oui, j'allais dire qu'il y a quand même. Enfin, j'ai l'impression de voir passer chaque année quand même beaucoup de statistiques. Que ce soit fait par des instituts institutionnels, enfin voilà, quelque chose de très concret par rapport justement au temps de la répartition des tâches ménagères, au temps que les femmes passent justement à prendre en charge les enfants ou la maison, etc. Et malgré tout ça, il n'y a pas grand-chose qui change. Il y a aussi, je crois que c'est dans un pays nordique, peut-être en Suède, les femmes ils ont calculé justement par rapport à l'inégalité salariale entre les sexes et ils se sont rendus compte, même en France, qu'à partir du mois de novembre, je crois, elles travaillaient entre guillemets gratuitement par rapport à un homme. Et il y a des choses qui bougent, mais on n'est pas encore à l'égalité. À l'égalité entre les sexes sur tous les niveaux, quoi. Ouais. J'irais même au-delà des tâches ménagères, c'est aussi au niveau du travail. Voilà. C'est exactement ce que j'allais dire, justement. Du coup, je t'ai coupé. C'est exactement ce que j'allais dire, donc c'est parfait. Justement, cette question, ça dépasse beaucoup. Ça dépasse aussi la question du foyer. On a parti de là parce que c'est le jeu par de là, c'est ce que vous avez en fond. Mais évidemment que la question se généralise à tous les âges déjà, plus à tous les lieux, toutes les situations sociales, on pourrait dire. Et justement, j'avais vu ça doit être Brut encore une fois, ou Combini, je sais plus, ou je sais plus. En vrai, je retiens pas qui c'est qui publie ce genre de truc là. Des fois, mais justement une interview avec deux personnes, donc c'était des personnes plutôt âgées, une femme et un homme, qui en fait ils se sont rendus compte que toute leur carrière ils ont fait le même métier, vraiment, et en fait quel que soit leur ancienneté, quel que soit le moment où on compare leur salaire, en fait celui de l'homme a toujours été plus élevé que l'autre. Après, voilà, je vais pas rentrer dans les détails, parce que je sais que, ce détail-là il est, je vois beaucoup, j'ai vu pas mal de vidéos, notamment récemment, sortir pour essayer de démonter, on va dire, ça, pour montrer que l'inégalité homme-femme c'est de la merde entre guillemets et ça n'existe pas, ou voilà, mais ça on rentrera pas forcément dans les détails parce que c'est bullshit total et j'ai pas envie de gâcher mon temps. Surtout que voilà, nos vidéos sont déjà pas super entre guillemets longues pour des thématiques aussi importantes que ça, mais c'est épuisant. Parce que vraiment, on en parlait justement sur cette question de transmission aussi, sur qu'est-ce qu'on transmet aux autres, etc. Et l'idée de clivage qu'il y avait aussi, qui pouvait se renforcer, notamment avec les réseaux sociaux et nos sociétés actuelles. Et je pense que ça, c'est un bon exemple. Parce que justement, vous allez avoir un féminisme, on va dire, grandissant, et de l'autre côté, justement, un genre d'antiféminisme qui arrive et qui va dire non mais ça c'est de l'extrémisme, et qui va juger justement qu'est-ce qui est du bon féminisme et qu'est-ce qui est du mauvais féminisme, et qu'est-ce qui est toujours dans le reproche et jamais dans la remise en question de toute façon des choses. Et
On voit aussi par exemple, oui, il y avait par exemple beaucoup de femmes qu'on trouvait depuis des années justement avec des caméras cachées ou autre, par exemple le harcèlement de rue. Et j'avais vu il y a quelques mois un mec qui s'était déguisé en femme pour essayer d'en faire l'expérience, tu vois. Et lui il disait ouais c'est ouf et tout. Et il y avait des femmes qui répondaient à ça en disant c'est drôle parce que nous en tant que femmes on le montre depuis des années, on vous en parle depuis des années, mais il faut que ce soit un homme qui soit dans cette situation-là pour en prendre conscience seulement. Donc on revient un peu sur l'idée d'empathie aussi, de vivre les propres expériences, et à quel point ça peut être difficile de comprendre une expérience de quelqu'un d'autre si on l'a pas vécu nous-mêmes. Ça demande une certaine ouverture d'esprit, et je pense que c'est un vrai problème justement pour que la cause entre guillemets puisse avancer, quoi. Exactement, non je suis totalement d'accord, et c'est vrai que je suis aussi beaucoup sur Twitter, et on va dire qu'il y a des périodes où Twitter est en feu, les internets sont en feu, et souvent c'est un rapport avec justement soit du cyberharcèlement envers une femme ou une catégorie de personnes, enfin voilà, et ça a un rapport avec justement leur positionnement au sein de ce réseau social et ce qu'elles décident de montrer. Et en fait, on se rend compte que les femmes n'ont pas le droit de montrer tout ce que... Enfin, elles ne disposent pas du réseau social comme tout le monde, parce que justement, il y a ce jugement, et elles essayent de se le réapproprier d'une certaine manière, et en fait, ça fonctionne pas. Les esprits sont pas assez ouverts pour voir des choses comme ça. Et en parlant de choses comme ça, je parle juste de photographie, pas forcément un caractère sexuel. Enfin, après, il faut définir ce qu'est caractère sexuel, mais c'est pas, en l'occurrence, c'est pas le cas. Et des fois ça fait peur, franchement ça fait peur. Ah bah c'est clair. Bon, internet c'est a des côtés très très sombres. Oui, sur ça, il y a des côtés sombres. Mais c'est vrai que c'est vague de lynchage comme ça sur une personne qui a décidé de partager, je sais pas, quelque chose qui l'a pas forcément traumatisé, mais qui l'énerve au plus profond d'elle-même. Elle va s'en prendre plein la tronche parce que elle a juste décidé de partager cette chose. Et elle est pas légitime pour ça en fait. Ce qui est fou, parce qu'Internet appartient à tout le monde à partir du moment où on considère que c'est un moyen de s'exprimer. Et d'ailleurs, c'est un des arguments justement des antiféministes. En mode, vous restez entre vous, vous bloquez tout le monde, alors qu'en fait c'est juste parce que justement ils sont insupportables. Et que je vois passer souvent des femmes par exemple, qui font poster des photos d'elles-mêmes, et un des premiers commentaires ça a été un homme justement qui aura zoomé sur la photo en montrant il y a des poils horribles. Attends, moi genre non mais vous avez quel âge en fait pour zoomer x 500 sur le grand méchant. Ah non, c'est incroyable. C'est des exemples, il y en a à la pelle. Et justement là, avant de tourner, justement j'avais un peu peur parce que je sais que ce sujet-là est déjà un peu sensible. Et parce que rien qu'en listant quelques exemples que j'avais, en fait la liste elle est sans fin. Et je me disais bon, je peux pas tout parler, on va pas parler de tout, il y a trop de trucs et c'est ça qui est compliqué. Voilà. C'est ça. Du coup, c'est vrai qu'on s'était posé la question, est-ce que c'est possible de changer les mentalités si ça demande un certain recul ou une capacité de compréhension par rapport à l'expérience des autres? Et enfin, je sais pas, est-ce qu'il est possible d'imaginer un monde égalitaire où le patriarcat n'existe pas? C'est tellement construit autour de nous qu'en fait on a même pas conscience de tout ce qu'il faut déconstruire en fait. À côté de ça, est-ce qu'il est possible de changer les mentalités? Est-ce que c'est parce que les gens ne sont pas prêts ou parce que justement cette répartition du pouvoir entre les sexes on va dire existe depuis tellement d'années que on n'est pas prêt à le remettre en question, que ce soit d'un côté ou de l'autre. Et on en arrive à un point où effectivement j'ai l'impression que, je prends l'exemple d'Internet parce que c'est là où j'ai l'impression que c'est le plus fort, on en arrive à un stade où en fait c'est potentiellement être dangereux de publier des choses, quoi. Enfin, c'est assez grave. Oui. Évidemment. Mais après, c'est vrai que cette question du patriarcat qui est tellement intériorisée, on l'a justement dans cette question personnelle, dans le sens où justement quand on va demander à des gens pourquoi ils font ça, est-ce qu'ils ont conscience de ce que ça peut coûter, ou de leur comportement, par exemple genre les gens qui vont se moquer des gars qui sont un peu mielleux avec leurs copines en mode genre ah lol c'est pas toi, alors que bah juste d'où c'est mal de culpabiliser quelqu'un qui juste est sympa avec sa copine, quoi. Enfin genre il y a le traité de canard, quoi. Il y a ce côté vraiment personnel, dans le sens où j'avais aussi des citations que j'utilisais pour faire réfléchir les jeunes, où justement les gens vont leur dire bah attends, les femmes faut qu'elles soient à la cuisine, c'est pas sexiste de dire ça, c'est juste mon choix, c'est juste ma vision des choses, alors qu'en fait on se rend pas compte de l'impact que ça peut avoir et à quel point c'est construit aussi et que c'est quelque chose qu'on reproduit en fait, et la société nous encourage à reproduire aussi cette vision des choses là. Après il y a cette question de comment dire,
de virilité toxique aussi qui peut exister, hein, le fait qu'on pousse aussi des hommes à aller dans cette case-là, ce qui fait que, bon, voilà, c'est pas non plus le monde tout rose pour les hommes et le monde tout noir pour les femmes, même s'il est quand même beaucoup plus noir pour les femmes que pour les hommes, mais c'est vrai que c'est compliqué de faire prendre conscience de choses comme ça à des gens qui vont pas être dans une démarche de compréhension, ce qui fait qu'on a beau leur sortir des chiffres, on a beau leur sortir du vécu ou autre, vu qu'ils ne l'ont pas vécu, vu qu'ils ne l'ont pas vu, même des femmes, hein, des fois au pouvoir, on en parlait je crois dans un épisode d'avant, dans certains épisodes d'avant sur l'empathie, mais justement qui vont dire je comprends pas, il suffit de faire ça, ou c'est rien, alors qu'en fait quand tu regardes les chiffres, concrètement il y a quand même beaucoup plus de femmes qui meurent sur les coups de leur mari, il y a quand même beaucoup plus de violence et de harcèlement sur les femmes, quand je dis beaucoup plus, même mes mots sont pas assez forts, hein, mais il y a tellement de trucs, c'est ça qui est compliqué, et je trouve qu'avec justement ce côté exacerbé dans les réactions, et que maintenant les antis deviennent encore plus antis, on va dire, si je puis dire, en fait il y a un côté, en fait ils veulent même plus chercher à comprendre, c'est-à-dire que tu colles l'étiquette LGBT ou l'étiquette femme quelque part, ou féministe entre guillemets, et ça y est, c'est parti. J'ai vu, par exemple, je suis tombé sur une vidéo en mode est-ce qu'on a le physique de nos idées, qui était une souffrance à regarder pour le coup, parce que justement c'était en mode regardez comme les femmes qui font du féminisme deviennent moches entre guillemets, avec les poils, avec les cheveux bleus, en se rasant la tête et tout. T'es en mode mais d'où t'en viens à ce niveau de conneries et de jugement, et c'est en voyant justement les likes sur ce genre de post ou à quel point c'est partagé que tu te dis ouf, ça fait mal quoi. Ou justement j'avais vu du coup Manuel Ferrara qui est un acteur porno de 45 ans maintenant je crois, mais qui fait ça depuis du coup pas mal d'années maintenant, justement très récemment au moment où nous on tournait ça, donc quand ça sera diffusé ça fera quelques mois mais justement qui parlait dans son message qu'il mettait, je vais essayer de pas trop m'étendre là-dessus parce que ça va être long aussi sinon, mais à quel point c'était en mode son désir sexuel entre guillemets domine celui de sa femme, et limite sa femme elle lui demande de freiner un peu, et lui en mode sa femme elle lui demande, elle a hâte qu'il lui reprenne les tournages pour justement être tranquille. T'as envie de dire mais laisse respirer ta femme même sur les tournages, en fait c'est pas ton désir sexuel qui domine celui de ta femme, enfin c'est horrible quoi. Quelle soumission incroyable demandée. Et pareil si on prend des interviews de stars notamment, et on peut dire c'est vieillot, et on trouve justement, plus on remonte dans le temps évidemment pire c'est, mais même des interviews récentes avec Rihanna, avec Scarlett Johansson ou avec Ariana Grande, qui sont purement sexistes, et des questions qui leur sont posées, et elles sont en mode non mais attendez, vous poserez jamais ces questions à des hommes, ou enfin c'est débile, et puis les limites, enfin il y a une genre d'honnêteté de l'intervieweur en mode non je poserai pas ça, et t'es en mode prends en conscience alors, parce que là il y a une dissonance pas possible entre ce que tu penses et ce que tu fais, et c'est là où tu dis il y a vraiment du taf à faire quoi, vraiment du taf, et c'est ça, ouais. C'est un peu démoralisant. Mais c'était un petit peu notre travail aussi, Johan, tout au long de cette année. Exact. Ben c'est ça, d'instaurer un dialogue. Après, est-ce que justement on aurait un regard plus aiguisé sur tous les propos, les actes sexistes qui existent, et on n'est pas encore prêt, ou on n'a pas de cadre pour mettre en place un dialogue, que ce soit parce que nous on a fait ça avec des enfants, mais on peut l'imaginer aussi avec tout un tas de personnes. Ce dialogue, je sais pas, il y a parce que en tout cas le dialogue sur internet n'est pas possible, sur Twitter en tout cas, même s'il y a des gens qui vont forcément se questionner. Pourtant j'ai envie de dire c'est un peu la base de nos relations, les interactions entre hommes et femmes. On en a tous les jours, on en a au travail, on en a à la maison, on en a en faisant les courses, etc. Et pourtant on maintient cette différence et du coup cette inégalité entre des personnes par rapport à leur sexe. Ouais. Ce qui, bon, je fais une comparaison qui ne devrait pas en être, mais on est passé quand même par exemple d'un racisme institutionnel à enfin voilà, l'abolition de l'esclavage ou des trucs comme ça. Je veux dire, c'est un travail qui est forcément possible, même si le racisme existe encore aujourd'hui, bien sûr. Mais en tout cas, on a encadré ça de manière on a désencadré ça de manière institutionnelle, et aujourd'hui le dialogue est ouvert, même si forcément au niveau de l'État, il y a beaucoup de non-dits et de choses comme ça. Oui. Mais là, il y a tellement de choses qui sont faites, que ce soit justement c'est Marlène Schiappa qui s'occupe de tout ça, le collectif Nous Toutes, tout ça, toutes ces personnes-là qui essayent de mettre en place des choses
qui ne prennent pas d'une certaine manière ou qui mettent du temps à prendre. Enfin, je trouve ça vraiment dommage. Même les petites vidéos du coup de la douzaine stéréotype stéréo meuf, hein, c'est des vidéos de 5 minutes et ça permet d'amener un débat d'une heure avec des élèves sur des points qui en fait sont évidents. Et forcément, on a des jugements de valeur ancrés en nous, mais si on s'en rend compte, en fait, c'est beaucoup plus, enfin, le dialogue est plus, j'allais dire, plus neutre, plus concret. On peut aller plus loin et on peut se permettre plus de choses. Mais ça rejoint complètement aussi, même si du coup c'est pas tout à fait la même thématique, mais ça rejoint totalement notre premier épisode sur Abzu par exemple, avec cette question de comment on fait changer les mentalités, comment on fait prendre conscience à des gens justement de certaines réalités. Et que ceux qui s'en foutent, s'en foutent en fait. Et des fois, il y a une vraie dissonance en mode genre, oui, il y a des soucis, heureusement qu'il y a des gens qui se battent pour ça, mais moi, je ne me sens pas concerné. Et à partir du moment où les gens ne se sentent pas concernés d'un point de vue personnel, généralement, on ne fera pas d'effort. Mais tout comme si on veut que quelqu'un change, ça viendra toujours de lui. Ça ne marchera pas d'autre manière. Et c'est pour ça qu'on se pose des questions comme est-ce que c'est important de devoir l'imposer ? Mais le problème c'est que si on l'impose, évidemment que la résistance est encore plus forte parce qu'on se dit ah fascisme, ouais mais désolé, il y a une inégalité de base, on fait ce qu'on peut pour essayer de la résoudre quoi. Si vous n'êtes pas prêt à la changer, on fait ce qu'on peut. Et ça rejoint un peu la deuxième question qu'on avait écrite avec ce côté, on passe d'un truc individuel en mode éveiller les consciences petit à petit, ce qui prend du temps, ce qui est difficile parce que justement on a beau faire j'ai pas calculé combien d'heures d'intervention j'ai fait juste sur cette thématique-là et combien de coups de potentiel jeunes j'ai touché sur ça, mais il n'empêche qu'ils ont un contexte social autour d'eux, ils ont des parents, une famille, des amis, ils vont avoir plein de connaissances aussi tout au long de leur vie, ils vont rencontrer plein de situations et même depuis qu'ils sont petits, ils sont confrontés déjà à des constructions identitaires qui dépendent de leur genre. Et ça, c'est difficile, même en ayant planté une graine, que ça germe, on va dire, de façon rapide. Et c'est pour ça qu'on se disait, est-ce que c'est véritablement possible de changer les choses si on considère que ce sont nos sociétés qui sont patriarcales ? Et justement, alors j'ai plus le nom parce qu'encore une fois, j'ai une mémoire dégueulasse des noms. Enfin, j'ai pas de mémoire de base de toute façon, mais justement, je l'ai utilisé justement sur un truc de fin d'études. De fin de master, j'avais utilisé justement un mec qui parlait du coup des sociétés qu'il y avait eu avant les sociétés patriarcales, et c'était des sociétés qu'on disait justement matriarcales, et comment justement les sociétés patriarcales se sont imposées, ont détruit complètement les logiques de pensée qu'il y avait, pour justement détruire complètement les égalités qu'il pouvait y avoir, pour justement prôner l'homme au-dessus, et au contraire diaboliser la femme. Si on regarde la Bible, comment est écrit la femme, c'est écrit noir sur blanc qu'elle doit être soumise à l'homme, que c'est qu'une partie de lui, c'est écrit noir sur blanc d'un point de vue religieux qu'elle est en dessous et son désir est forcément en dessous et tout est en dessous. Et même si aujourd'hui il y a beaucoup de gens qui vont du coup être athées, la société elle s'est quand même beaucoup teintée de cette domination là, et c'est pour ça qu'on parle justement de société patriarcale. Et il y a des gens qui vont être en mode oui mais c'est normal parce que il y a plus de femmes qui sont il y a plus d'hommes justement qui sont chefs d'entreprise, c'est parce que peut-être il y a plus d'hommes qui sont créatifs ou autres ou qui ont des bonnes idées, alors qu'en fait certes il y a des trajectoires individuelles qui prouvent ça, mais encore une fois c'est tout l'intérêt d'ailleurs de la sociologie sur ces thématiques là, c'est de montrer les corrélations qu'il peut y avoir sur des groupes et de montrer que même s'il y a des trucs qu'on a l'impression que c'est individuel ou autre, si on regarde d'un point de vue pourcentage, il y a quand même des choses qui sont écrites, il y a quand même des trucs qui ressortent. Et si ça ressort négativement pour les femmes, il y a quand même des trucs à faire. Et je crois que je me suis écarté de là où je voulais aller, je sais même plus où est-ce que je voulais aller. Mais en tout cas, il y a ce côté collectif qui fait que c'est très difficile de lutter contre. Parce que justement, c'est un construit social qui s'impose à nous depuis qu'on est bébé, avant même qu'on naisse. La couleur de notre chambre, comment on va nous parler, comment on va nous gronder, quand on est petit pour les bêtises qu'on va faire, qu'est-ce qu'on va nous demander, le look qu'on va avoir. Et c'est pour ça que quand on voit dans des maternelles ou autres, tu vois que les filles sont avec les filles, les garçons sont avec les garçons, les filles ont les cheveux longs, les garçons ont les cheveux courts, et il y a quasiment pas d'exception parce que justement c'est tellement inscrit que c'est comme ça, et s'ils le font pas, les moqueries vont très vite. Tout comme il y a du sexisme, il y a du sexisme, du coup il y a de l'homophobie, il y a du racisme dans les maternelles ou autres, parce que justement c'est le petit marron, c'est des trucs comme ça, parce que quand ils sont petits ils font pas attention, ils savent pas forcément ce qu'ils blessent, c'est en grandissant qu'on va leur apprendre que évite ce genre de formulation là, et on est tous sur un pied d'égalité quand même. Mais il n'empêche qu'ils auront déjà eu ce construit de leurs jouets, le type de jouets qu'ils vont avoir, les émissions qu'ils vont regarder, et du coup les gens avec qui ils vont traîner, ce que ça va leur inspirer, les études qu'ils vont faire. Enfin c'est tout quand ils vont aller chez le coiffeur, n'importe quoi, tout. Il y a tous les boosts justement à ces cases-là, hommes-femmes entre guillemets, et tout ça amène justement à créer tous les problèmes qu'on peut voir aujourd'hui. Et c'est pour ça que c'est aussi difficile de lutter, je pense, contre ça. Voilà. Ben oui.
Mais là, en l'occurrence, pour le coup, c'est l'un des épisodes où je me rends compte qu'on a beaucoup de choses à apporter. Et en fait, à part des initiatives individuelles et collectives, rien ne pourra changer tant que cette question et cette problématique, elle sera autant mise de côté partout. Parce que on parle de patriarcat, etc. Mais en fonction des sociétés, en fonction des pays, en fonction de tellement de choses, ça peut être totalement différent. Et c'est vrai que du coup, parce que vous voyez le titre de cette vidéo, l'inégalité filles-garçons, je trouve que c'est un peu négatif encore une fois. Faudrait parler d'égalité filles-garçons et faire de ça un mouvement positif et un mouvement qui va vers le haut. J'espère que vous allez peut-être regarder les épisodes de Stéréotypes Stéréomeufs et que ça va vous faire rire, parce que et on peut en rire aussi, heureusement, malheureusement. Et voilà. Et tu penses que ce serait pas le moment de conclure ? Oui, alors juste, c'est vrai qu'encore une fois, on n'a pas énormément de conseils, par exemple, de films ou autres, mais en fait, dans tous les films, il y a des personnages soit féminins, soit masculins, soit autres. Des fois, maintenant, de plus en plus, de temps en temps, ça arrive. Et c'est amusant, enfin, si je puis dire amusant, mais d'observer justement quel rôle comment on a écrit leur rôle, à quoi ils servent dans l'histoire, leur personnalité, etc. Et de voir à quel point, justement, ils vont coller plus ou moins à des stéréotypes. Après, ce qui est compliqué aussi, dernier point, je sais que je discrète beaucoup, mais je pense qu'on m'avait fait cette remarque en cours. Je disais justement, je faisais une remarque justement pour dire que par exemple il y a plus de femmes qui font ça que d'hommes, et il y a une fille qui m'avait dit, mais du coup est-ce que c'est pas sexiste de dire ça, en fait, par exemple, et j'avais dit pas tout à fait, parce que il y a différence entre dire en fait il appartient aux hommes de, par exemple je sais pas moi, les travaux domestiques c'est pour les femmes, mais par contre le fait de dire que si on regarde à l'échelle de la France, il y a plus de femmes qui font les femmes passent plus de temps dans les tâches ménagères que les hommes, c'est pas sexiste, parce que je pense on comprend, on regarde juste les faits et on essaie de comprendre pourquoi c'est comme ça, d'où ça vient. Et en fait, ça se comprend justement dans les chiffres, on peut le voir, et c'est pas parce que justement elles sont plus douées pour les ménages ou autre. Au contraire, c'est une construction, mais bref, voilà, je m'écarte, mais renseignez-vous sur tout ça, allez voir, même Harry Potter, si vous regardez, les deux personnages principaux, c'est des hommes, Ron et Harry, et c'est eux les casse-coups, c'est eux qui vont provoquer le truc, et pourtant c'est Harry qui aura d'ailleurs le plus de reconnaissance pour ses actions, c'est lui qui sera le plus brillant dans ce qu'il va faire, alors que Hermione, c'est la studieuse, c'est la fille, si je puis dire, avec des guillemets, là pour le coup ça colle parfaitement bien au stéréotype, et c'est important justement je pense d'avoir ce regard critique un peu sur tout ce qui arrive, et l'ouverture qu'on avait justement, moi j'avais dit dans les films d'ouverture, par exemple 2 films, Suicide Squad et Birds of Prey, qui ne parlent pas du tout de cette question-là, mais ce qui est important c'est de voir comment ils l'abordent, comment ils placent la femme. Et là, la femme qui a observé, c'est surtout Harley Quinn, donc la copine du Joker, si je puis dire. Encore une fois, le fait de la définir comme ça revient à la définir par rapport à un homme, et montrer que, et justement toute la question de Birds of Prey, ça va être montrer que à quel point est-ce qu'elle arrive à exister sans le Joker en tant que personne. Mais ce qui est intéressant, c'est que le premier Suicide Squad a été fait par un homme, et le second, du coup, Birds of Prey, a été fait par une femme. Et justement, on retrouve ce genre de clivage sur les retours qu'il y a eu sur le film. Justement, des gens qui vont dire, ah non, mais ça se voit que c'est de la merde parce que c'est fait par enfin voilà, la question c'est pas que c'est fait par une femme ou par un homme, c'est de la merde, en fait, on voit la sexualisation de son personnage, par exemple, plus quand c'est fait par un homme que par une femme. Ça veut pas dire que voilà, tous les réalisateurs feront ça et tous les réalisatrices seront dans cette vision féminine, mais en tout cas, ça montre bien les clivages que ça peut provoquer, et la différence aussi de traitement d'un même personnage en fonction des idées qu'on peut vouloir faire passer aussi, volontairement ou non. Et parce que tous les films qu'on fait, on les fait de façon c'est politiquement engagé sans qu'on le veuille, et ça revient à montrer à quel point les stéréotypes ils sont ancrés en fait, et que les inégalités sont difficiles à vaincre à tous les niveaux de la vie, parce que on n'a pas forcément conscience, et je digresse tellement, c'est vrai. Et du coup le dernier conseil, c'était justement une chanson qui s'appelle Deuxième Sexe de Euphonique, que je trouvais particulièrement bien écrite, justement sur cette question de l'inégalité filles-garçons, même si tu n'aimes pas trop ce terme négatif là, mais hélas je trouve qu'il est assez parlant, justement parce que il n'y a pas d'égalité en fait pour l'instant, c'est ce qu'on va viser, mais pour l'instant il n'y en a pas encore, donc pour l'instant voilà. Désolé. C'est pour ça que du coup en ouverture on avait posé la question aussi à quel point les stéréotypes oh là là, ça y est, je fatigue, ancrent-ils les inégalités à tous les niveaux de la vie,
je pense qu'il faut du coup faire attention à ces stéréotypes, essayer de les relever et se dire que c'est pas grave si on en a, que l'idée c'est voilà, d'essayer de se mettre à la place de l'autre, d'essayer de prôner quelque chose de positif pour l'égalité entre les sexes. D'être des meilleurs humains, quoi. Oui. J'en suis pas arrivée là encore. C'est tout un travail, ça vient avec le temps. Mais du coup, voilà. C'est ça. Du coup, n'hésitez pas à regarder effectivement la série Stéréotypes Stéréomeufs de La Dozaine. Alors, on vous parle, il y a les 2 premières saisons qui sont sorties. Ça a des thématiques très variées comme l'entretien d'embauche, la question des règles par exemple, la question des métiers, la question justement du partage des tâches, etc. On espère que vous ferez le jeu et que vous ne vous arracherez pas trop les cheveux à vouloir arroser, repasser, nettoyer la salle de bain, et que vous vous en sortirez bien. Et voilà, n'hésitez pas à nous partager justement en commentaire vos remarques sur cette thématique. Si vous avez aussi des films ou des exemples justement de stéréotypes forts dans des médias. Et puis voilà, on espère que ça vous a plu et que on se retrouve du coup la semaine prochaine pour le dernier épisode. Enfin l'avant-dernier techniquement, mais ouais, avant leur série. Oui, toujours à chipoter. Non, désolé. Mais voilà, on vous attend du coup la semaine prochaine et en attendant vous pouvez faire un tour sur la chaîne de YouTube de La Dozaine ou sur le site pour voir un peu les projets qui sont en cours et sur les réseaux sociaux, donc Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn et encore pléthore pour plus d'infos. Exact. Voilà. Bah merci Joanne. Bah merci à toi Marion. Et on se retrouve la semaine prochaine. Salut. Ciao.